Ça marche? Oui, ça marche. Bon, du coup, on y va? Ça vous dit? Donc, bonsoir à tous. C'est chouette d'être là parce qu'il y a la manif au Flambeau, donc c'est super quand même de partager cette conférence. Donc, on est ravis d'accueillir Lélia Véron, AQPB, donc, qui a écrit avec Maga Candea Le français est à nous, petit manuel d'émancipation linguistique, qu'on a trouvé fabuleux. Et donc, on va parler de plusieurs choses, du langage de classe. Et j'aimerais que si tu peux en fait te présenter tu dis que tu es stylisticienne, alors je ne sais pas ce que c'est, voilà, donc j'aimerais que tu puisses définir un peu ton métier et puis peut-être aussi parler sociolinguistique pour un peu définir ce que c'est. Alors bonsoir, merci à tout le monde d'être là, j'espère que ça vous intéressera et qu'on pourra échanger ensemble ensuite. Je m'appelle Lélia Véron, alors stylisticienne, ça c'est des... Oui effectivement, personne ne sait ce que c'est. C'est le problème du titre universitaire. En fait, je suis enseignante-chercheuse en langue et en littérature française. Et simplement, la stylistique, c'est une matière qui est à la frontière entre littérature et linguistique. Et des fois, je fais un peu plus du côté littéraire, des fois un peu plus du côté linguistique. Ça dépend à des moments bêtement par qui je suis embauchée, avec qui je travaille, sur quel projet. Le livre qu'on a écrit avec Maria Candea, qui est sociophonéticienne, c'est-à-dire spécialiste des questions de langue en sociolinguistique, mais plus principalement en sociophonétique, donc tout ce qui est accent en prononciation. Là, c'est vraiment un livre de sociolinguistique, c'est-à-dire un livre qui va s'interroger sur la langue, mais pas la langue abstraitement, théoriquement, mais la langue dans les rapports sociaux, ce qu'elle manifeste, ce qu'elle crée, à quel point la langue est présente dans les rapports sociaux, dans les rapports de pouvoir. Et donc, ça pose la question de la politique. La sociolinguistique est une matière qui se pose tout de suite la question de la politique. Tu veux que j'explique un peu du coup ce que c'est? Oui, c'est bien. Alors, modérément, en liant la question de langage de classe. Oui, parce que moi, au départ, je croyais qu'il fallait que je fasse une conf sur langue de classe pendant 1 heure, et peut-être pas du tout. Et je leur ai dit, mais j'ai quand même envie d'expliquer un petit peu ce qu'on fait en sociolinguistique dessus. Donc, je vais le faire, mais modérément, comme ça. Non, mais c'est intéressant. C'est parce qu'en fait, pour résumer vraiment schématiquement, la linguistique, c'est pas tout de suite interroger sur la langue telle qu'elle est pratiquée, telle qu'elle est pratiquée par nous, c'est-à-dire des sujets sociaux, dans des interactions sociales, dans des rapports sociaux. Ça s'est fait assez lentement, et la manière dont ça s'est fait pose tout de suite la question du langage de classe. C'est pour ça que j'ai envie d'expliquer quand même un petit peu. Pour vous résumer un petit peu, il y a eu, à la fin des années 50, en Grande-Bretagne, un linguiste qui s'appelle Bernstein, qui avait travaillé sur la différence telle qu'il a présupposée de maîtrise du langage entre classe populaire et classe supérieure. Il faisait juste 2 classes, avec l'idée que les classes populaires souffraient d'un déficit en termes de maîtrise du langage, d'accord? Qu'il y avait une sorte de continuum et que les classes populaires maîtrisaient moins bien le langage que les classes supérieures. Et tout ça était lié à des idées sociales, éducatives, sur comment corriger ce qui apparaissait comme un déficit. Par exemple, il allait dire que les classes populaires savaient moins bien former syntaxiquement des phrases longues, des phrases correctes. Il analysait vraiment ça en 2 tableaux, ce qui est maîtrisé, ce qui n'est pas maîtrisé. Et c'est assez important parce que c'est une idée qui est quand même encore véhiculée, cette idée-là, qu'il y aurait des gens, en gros les classes populaires qui parleraient moins bien, et des classes supérieures éduquées élevées qui parleraient mieux. Ça a été remis en question très rapidement en linguistique par un sociolinguiste très important qui s'appelle Labov, donc William Labov, aux États-Unis, qui a remis ça en question. Et il a une étude qui est fondamentale, c'est parce qu'il y avait une étude qui a été menée, là je vous résume encore, dans les ghettos noirs américains, avec cette idée de déficit linguistique que les petits gamins noirs des ghettos parlaient assez bien. On avait fait des études, ça voulait dire qu'ils parlaient, ils répondaient que par monosyllabes, ils avaient un vocabulaire pauvre, etc., etc. Et en fait, Labov a montré que l'étude était biaisée à cause des conditions dans lesquelles elle était menée. Parce que les personnes qui faisaient l'enquête, c'était des enquêteurs blancs que les gamins ne connaissaient pas, dans des lieux comme l'école qui créent ce qu'on appelle une certaine insécurité linguistique aux enfants. Et du coup, c'était pas du tout révélateur de leur manière de parler. Labov a montré que si on faisait la même enquête, mais en prenant un enquêteur différent, par exemple un adolescent noir du ghetto que les gamins connaissaient, si on faisait cette enquête dans des lieux beaucoup plus familiers pour les enfants, comme par exemple chez eux, si on ne leur demandait pas
ce que faisait l'enquête, de dire bah voilà cet objet, décrivez-moi qu'est-ce que c'est, mais qu'on en discutait avec eux, et ben on n'allait pas en déduire du tout la même chose sur leur manière de parler. Donc ça c'est important parce que la BOF a conclu en disant que c'est pas du tout qu'ils avaient un langage moins développé, c'est juste qu'ils n'avaient pas le même langage et qu'ils n'allaient pas devoir être identifiés, caractérisés pareil, et surtout ça établit quelque chose qui est très important, c'est qu'on ne parle pas de la même manière suivant à qui on parle et dans quelles conditions. Et par exemple, un coup classique, c'est si vous avez quelqu'un qui passe devant la justice, qui a un lieu particulier, avec des enjeux particuliers et un langage particulier, cette personne peut très bien être mutique, ne pas du tout parler, ça ne veut pas dire que dans un autre contexte, elle ne parlera pas très bien avec beaucoup d'aisance. Donc ça c'est hyper important en linguistique pour cette notion de langage de classe. Au-delà de cette idée très schématique et complètement fausse, ça nous a permis, cette étude de la BOF en sociolinguistique, de développer deux idées très importantes. D'abord, sur quel jugement on se base pour dire que quelqu'un parle bien ou pas bien, qu'il y a justement des différentes manières de parler, ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, ou si on en juge qu'une est meilleure que l'autre, c'est souvent des hiérarchies sociales qui peuvent être contestées ou remises en cause. Et puis c'est aussi la notion, ça a été repris en France par, après j'arrête de citer des noms, mais c'est juste pour les par un linguiste qui s'appelle Ancreveur, c'est un boulot, et par Bourdieu, la notion de marché linguistique. C'est-à-dire qu'il y a des marchés qui va appeler certains marchés qui sont plus compliqués, comme l'école, la justice, les lieux qui relèvent du pouvoir, et d'autres marchés qui fonctionnent de manière très différente, comme des bars, des espaces de sociabilité, et qu'on peut très bien être dominant dans un marché et dominé dans un autre marché. Et ça, c'est très important parce que ça fait revoir, encore une fois, cette partition très hiérarchique, langage populaire, langage des classes sociales supérieures, et surtout, ça introduit, en sociolinguistique, c'est très important, l'idée de variation. On n'a pas une langue, mais on a plusieurs langues qui varient, suivant nos interlocuteurs, suivant les situations sociales, suivant les enjeux, et je pense que tout le monde peut voir à quoi ça réfère. Je pense que vous savez bien que vous ne parlez pas de la même manière si vous êtes dans un contexte quotidien familier, si vous êtes au travail, suivant à qui vous adressez. Toujours plus ou moins consciemment, d'ailleurs, on adapte notre niveau de langue parce qu'on a des stratégies sur la manière dont on veut aussi se représenter, la manière dont on veut que les autres nous imaginent. Voilà. Sur ce sujet, d'ailleurs, tu avais fait un article sur Arrêt sur l'image sur le traitement médiatique des gilets jaunes, où comment sur un plateau télé, les gilets jaunes pouvaient être critiqués ou du moins étiquetés selon leur façon de parler. Et tu racontes un peu la recette du gros beauf, comment on crée l'image d'un gros beauf, le mythe du gros beauf chez les gilets jaunes dans le média. Oui, pour les gilets jaunes, c'est vrai que on a beau le savoir quand c'est en acte, le mépris de classe qu'il pouvait y avoir par rapport à ça, et les prétextes qu'il pouvait y avoir pour disqualifier la parole des gens, que ce soit d'ailleurs leur contenu ou leur expression, mais en prenant des petits prétextes. À l'écrit, c'était l'orthographe, vu que ça se passait beaucoup par Facebook, par ce genre de choses, par Twitter. Quelque chose qui est hallucinant, c'est quand Jérôme Rodriguez, il avait été attaqué, du coup il avait perdu un œil, il avait écrit œil en mettant pas, je sais plus comment il avait écrit, mais voilà, pas de manière normée. Et le nombre de réactions qui parlaient que de ça, alors qu'il vient de dire qu'il a perdu son œil, en mode prendre ce prétexte-là pour éviter le fond, c'était impressionnant. Et oui, sur les plateaux télé, moi il y a certaines réactions, mais vraiment, qui m'avaient frappée. Je me rappelle d'un monsieur qui disait j'ai parti, au lieu de je suis parti. Et on voit bien là comme c'est un prétexte, parce qu'il disait j'étais pendant tant de temps là, puis j'ai parti à tel endroit. On comprend ce qu'il dit. Donc il n'y a pas un problème de compréhension. Donc en fait, où est le problème tant qu'on a compris vraiment ce qu'il avait dit. Et il y avait des commentaires dingues de, par exemple, vu quand il parle comme ça, il devrait être content d'avoir le SMIC. Merci pour le rapport. Et quand tu dis la recette du gros beauf, oui, moi ce que j'avais noté surtout, c'est ce que j'ai appelé une injonction contradictoire sur la parole du gilet jaune. C'est-à-dire que il y avait un cliché du gilet jaune, effectivement, beauf populaire, qui ne sait pas parler, qui sait mal parler. Et pour résumer, soit la personne correspondait à ce cliché, donc on lui disait vous voyez, de fait que vous ne savez pas parler, vous n'avez pas le droit à la parole, et notamment pas à la parole politique, soit elle ne correspondait pas à ce cliché, on disait vous n'êtes pas un vrai gilet jaune. Donc de fait, vous ne pouvez pas s'en sortir. C'est comme avec le boxeur Détinger là qui n'avait pas été beau en précitant. Exactement, quand Détinger a fait une vidéo et que Macron a dit qu'il avait dû être briefé par un avocat d'extrême gauche parce que, je cite, il n'avait pas les mots d'un boxeur gitan. Donc c'est bien, on avait à la fois de xénophobie, mépris de classe, tout ce qu'on veut en même temps. C'était
peu clair, vulgaire, etc., on lui aurait reproché. Il parle d'une manière sensée, construite et tout, on dit c'est pas lui, c'est pas un vrai. Alors justement, ça nous pose la question sur la distinction de classe. Est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce concept qui a été popularisé par Pierre Bourdieu, que certains peut-être connaissent, mais j'aimerais que tu nous donnes des définitions personnelles. Moi, je vais pas de tout donner une définition personnelle, je vais reprendre celle de Bourdieu, ça va. Mais pour la réexpliquer, donc c'est une notion, la distinction qui a été établie par Bourdieu dans son ouvrage qui date de 79, si je ne me trompe pas. Et c'est l'idée que dans le monde social, tout simplement, on se distingue, on cherche à se distinguer et on distingue les gens, c'est-à-dire qu'on les classe, on les hiérarchise, et nos critères de classement, de hiérarchie ne sortent pas de nulle part, ce sont des critères qui sont déterminés socialement. L'exemple très simple, c'est les goûts. Bourdieu donne notamment l'exemple des goûts culturels, nos goûts culturels qui nous permettent de soit essayer de nous distinguer, soit de distinguer les gens, c'est-à-dire de les classer, ils ne sortent pas de nulle part. Ce sont des goûts qui sont en grande partie déterminés socialement. Et bien sûr, ça se pose aussi la question de la distinction par le langage. La distinction, c'est un concept, Bourdieu montre comment il est ambigu, parce que c'est en gros à la fois on essaye de montrer qu'on appartient à une classe, et en même temps on essaye de s'en distinguer. On a toujours une petite tension entre s'inscrire dans une classe et en même temps s'en distinguer, mais du coup risquer d'être exclu de cette classe-là. En linguistique, c'est vraiment plutôt un concept sociologique. En linguistique, on va étudier des phénomènes qu'on va appeler d'insécurité linguistique et d'hypercorrection. L'insécurité linguistique, c'est lié à ça, c'est pour ça que je me permets d'en parler. L'insécurité linguistique, c'est en gros quand on a intégré qu'on croit qu'on ne parle pas d'une bonne manière, pour le dire simplement. Et ça, du coup, il y a plusieurs réactions possibles à ça. Il y a des gens qui vont tout simplement se taire. Encore une fois, l'exemple de la justice, c'est un bon exemple, où ça peut être le cas scolaire dans certains cadres. On est persuadé qu'on ne va pas s'exprimer de la même manière, on ne maîtrise pas son langage, c'est comme on sait. C'est le mutisme, c'est l'expression la plus extrême. Une autre chose, ça peut être l'autodévalorisation, tout simplement. Genre commencer en disant, en s'excusant, en disant je parle pas très bien et tout. Et un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle, qui peut être lié à la volonté de distinction, c'est l'hypercorrection. C'est-à-dire, c'est le fait, au contraire, du coup, essayer de bien parler et essayer d'adopter ce qu'on croit être les manières de bien parler. Et des fois, on ne les identifie pas bien, justement. Mais c'est assez drôle aussi à remarquer parce que très souvent, quand on croit, ça peut être un bon moyen des fois de calmer certaines personnes. C'est un peu des arguments d'autorité, mais ça marche des fois. Quand on croit par exemple que c'est tout le temps les autres qui font des fautes, vous voyez, c'est tout le temps les fautes qui font. Toutes les personnes, par exemple, sur l'orthographe qui disent les autres font des erreurs, moi j'en fais jamais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et généralement, justement, phénomène d'hypercorrection. Je vous donne un exemple. Quand on croit justement qu'on parle de manière soutenue, nous on parle de manière soutenue, les autres sont nuls. C'est ça un peu l'idée. Un exemple. Ce qu'on associe généralement au langage soutenu, c'est à l'écrit, c'est l'accent circonflexe. Vous êtes d'accord, c'est le top en français. Et du coup, vous allez avoir des journalistes, je le vois sur Twitter, genre les journalistes du monde diplomatique par exemple, mais pas que, et ben ils vont en mettre partout. Ils vont en mettre partout à des moments où on n'est pas censé en mettre d'un point de vue normatif. Genre ils vont dire, vous faites avec un accent circonflexe, alors que vous faites avec un accent circonflexe, c'est toi d'une maison. Et juste, ça me fait un peu rire parce que c'est au moment même, justement, où on croit extrêmement maîtriser la norme, et ben on ne la respecte pas. Donc, il ne faut pas trop faire son malin sur ces histoires de langue, etc. Parce que, justement, c'est pour ça aussi que c'est un critère de dévalorisation de la parole qui, à plein de points de vue, est très problématique. Parce que, sérieusement, personne ne peut, par exemple, maîtriser parfaitement les accords du participe passé. Même pas Bernard Pivot, il le dit lui-même d'ailleurs, donc je me permets de le dire. Et on se fait toujours avoir à ce jeu-là. Donc, ayons un peu de tolérance par rapport à ça et de recul par rapport à ça. Merci pour le diplomatique. Et j'aime bien mon diplomatique, c'était pas une attaque contre ce disque. Ah mais non, je suis abonnée. Ensuite, on avait envie de te demander qui fait la langue. Et là-dessus, on a recueilli une citation ultra courte, je vous rassure, d'un bouquin qui s'appelle Les enfants de Barbiana. Ça, en fait, ça raconte, à la base, c'est des gosses qui se sont fait exclure de l'instruction publique en Italie il y a une cinquantaine d'années. Parce que voilà, c'était les cas sociaux, c'était les mal instruits. Et leur maîtresse d'école avait renoncé à leur apprendre à lire ou à écrire correctement. Et ils se sont fait recueillir par un curaillon qui a fait une école alternative, l'école de Barbiana,
où tout le monde éduquait tout le monde, où c'était assez circulaire. Et une fois qu'ils ont été bien instruits, ces gosses, ils ont écrit une lettre hyper salée à la maîtresse d'école, où ils disent à un moment ce sont les pauvres qui créent les langues et qui ne cessent de les renouveler de fond en commun. Les riches les cristallisent pour pouvoir se payer la tête de ceux qui ne parlent pas comme eux, ou pour les recaler. Du coup, est-ce que tu aurais partagé cette opinion? Est-ce que tu serais plus modéré La question c'est est-ce que c'est les pauvres ou les riches qui font la langue, c'est ça? Ouais, c'est complètement linéaire dans ta réponse. Ah oui? J'ai une courte citation. Tu commences ton livre en disant en 1649, le poète Joachim écrivait la défense et illustration de la langue française. Donc, moi, j'ai ramené une version défense et illustration de la langue française, mais c'était en 2012-2013, c'est pour le printemps des poètes. C'est chez Gallimard, donc mon poète préféré qui est François Tchèque, voilà. Et donc, Jean-Pierre Siméon écrit avec un autre éditorialiste, on va dire, de ce petit livre. Il écrit ceci. Ne revient-il pas au poète, face à la domination d'une langue moyenne, hâtive et désinvolte, asservie aux visées manipulatrices de la communication, de maintenir et de refonder sans cesse une langue affranchie, de revendiquer par objection le droit à la nuance, au subtil, à la densité et à l'imprévu. Voilà, tu vas devoir peut-être... Je peux tout de les deux citations. Alors, qui fait la langue? Alors, la réponse première, c'est de dire c'est l'usage. Et de toute façon, si la majorité des locuteurs et des locutrices, on peut éditer toutes les règles officielles qu'on veut, et ben c'est l'usage qui va l'emporter. Par exemple, du point de vue de la prononciation en français, pour résumer encore à gros traits, c'est la prononciation populaire. Vous savez, dans des films un peu qui sont des films historiques, par exemple, vous voyez souvent des classes populaires qui vont dire l'Oloué. Ok, c'est l'inverse peut-être à l'époque. L'Oloué, c'est la prononciation très distinguée, de rouler les R comme ça et de faire ces rimes en O. D'ailleurs, ça s'entend dans certaines pièces de Molière, vous êtes obligé de faire la rime en et quand un homme vient embrasser avec jouer, il faut bien le payer de la même monnaie. Et donc la prononciation qu'on a actuellement, c'est la prononciation populaire. C'est la prononciation populaire qui l'a emporté d'un point de vue phonétique. Et donc, de toute façon, ce sera l'usage qui l'emportera, et l'usage, ce sera la majorité. Après, ceci dit, tout le monde n'est pas... On ne vit pas dans une société égalitaire, et il y a certains pôles de pouvoir qui vont influencer si un mot s'impose ou pas dans l'usage. On a un exemple qui est hyper intéressant actuellement, c'est le mot féminicide. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un mot s'impose dans l'usage? C'est s'il est employé par une majorité de locuteurs et de locutrices, mais il y a des choses qui peuvent le pousser à faire ça, c'est s'il est adopté par certains pôles institutionnels qui vont être, par exemple, tout ce qui est langage administratif, le langage juridique, l'école et la littérature. Donc ça repose aussi cette question-là. Effectivement, bien sûr, c'est aussi un argument. Si certains grands auteurs, grandes autrices prennent ces mots-là, ça peut aussi les aider à les institutionnaliser, à les légitimer, à les faire passer dans l'usage. Typiquement pour féminicide, il existe depuis vraiment longtemps, je parle en France, pas dans le monde parce qu'il y a aussi un sens différent de l'enseignement. En France, il existe depuis longtemps dans un usage militant assez restreint. Et là, il y a une explosion, notamment parce qu'il a été adopté par le langage médiatique, qui est un pôle institutionnel important, et dans une certaine mesure par le langage juridique, parce qu'une procureure l'avait employé, et aussi, par exemple, il est entré dans les dictionnaires. Donc, il y a tous ces pôles-là qui vont jouer, qui vont aider à influencer l'usage, qui peuvent donner des coups de pouce à l'usage dans un sens ou dans un autre, même si c'est l'usage qui l'emporte. Et bien sûr, la littérature joue aussi un rôle dedans. Il y a des néologismes qui nous sont parvenus par la littérature. Enfin, même si ce n'est pas les écrivains qui les ont forcément inventés, parce que c'est dur de dater la première attestation d'un mot, un néologisme c'est quand un mot est inventé, il y en a certains qui se sont imposés aussi grâce à la littérature. Blablater, c'est Céline, par exemple. Et voilà, ça se dit, c'est bien entré dans l'usage. Et pour répondre du coup à ta question, à cette question-là, je trouve que la bipartition faite entre un langage moyen communicationnel et le super langage littéraire est à revoir. Mais bien sûr que la littérature peut jouer à ça et c'est sa beauté. C'est Barthes qui disait, vous savez, il y a une citation qui est connue quand il dit la langue des fascistes, qui est souvent mal comprise parce qu'il ne veut pas dire pour le coup qu'elle sert à relayer un port fasciste, mais il dit que justement elle nous impose des choses. En français par exemple, elle nous impose de nous genrer au masculin féminin, qu'elle nous impose un certain ordre, et pour lui la seule solution, il dit tricher la langue
pas avec la langue, tricher la langue. La seule solution pour lui, la révolution de la langue sans cesse redécouverte, c'est la littérature. Donc ça peut tout à fait aller ensemble. Ok. Dans les commentaires du point, on avait vu que la critique qui revenait le plus souvent par rapport à ça, c'était que du coup, si c'est l'usage qui est souverain, ça peut encourager à la médiocrité, permettre de légitimer toutes les fautes. Voilà, dans les commentaires du point du Figaro, on a pu repérer ça assez souvent. Comment entendez-vous tout? Sur la question, on peut essayer de donner des coups de pouce à l'usage, bien sûr qu'on le fait. Nous, par exemple, quand on est militantes et militants, on le fait. On essaye, on pense que tous les mots ne se valent pas. On pense que certains sont médiocres. Et bien sûr, moi aussi, je pense que certains mots sont médiocres. Et j'essaie de me battre plus pour certains mots que pour d'autres. Donc, on peut essayer de donner des coups de pouce à l'usage. Après, de toute façon, c'est pas une question de choix de volonté de goût, le fait que ce sera l'usage qui s'imposera. Donc, il faut distinguer les deux. Ça, c'est une constatation scientifique que l'usage s'impose. Après, nous, on peut essayer d'agir dessus à notre échelle. C'est quoi l'usage et c'est quoi notre question? La médiocrité, les fautes. Ah oui, et le fait que, oui, pour le coup, alors ça non plus, on n'y pourra rien. Hein. Quand tout le monde fait une faute, c'est une faute. Ça, c'est une réalité. Si tout le monde dit quelque chose, nénuphar, c'est autre chose. Nénuphar, c'est une arme. Tu veux que je explique nénuphar? Nénuphar, c'est nénuphar. On en avait beaucoup entendu parler au moment des débats autour de la réforme de l'orthographe, parce qu'il y avait l'idée c'était présenté comme une simplification du PH en F, d'écrire nénuphar avec un F et pas avec un PH. Et on disait, ah mon Dieu, c'est horrible, on va perdre l'étymologie grecque, etc. Et en fait, c'est assez intéressant de réfléchir à nos réactions. Parce qu'on se dit tout le temps, on va perdre l'étymologie grecque. Mais est-ce que vous avez déjà demandé quelle étymologie? C'est censé renvoyer à quoi? On se dit, non, c'est PH, ça doit être grec. Et bien, pas du tout, ça vient du perse. Donc, si on veut respecter l'étymologie, on devrait mettre un F. Et juste à un moment, l'Académie, pour des raisons d'ailleurs tout à fait politiques, de faire croire que notre langue venait allemand, du latin et du grec, on a rajouté des PH partout. Mais si on veut vraiment respecter l'étymologie du mot, il faut plutôt mettre un F. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça nous montre que notre attachement à la graphie, elle n'est pas rationnelle, en fait. Elle n'est pas liée à l'étymologie, parce que souvent, moi, quand je discutais avec des gens, je leur disais, non, mais si tu veux respecter l'étymologie, mets un F. Et les gens me disaient, mais quand même. Alors, et je comprends en plus, mais du coup, ne me dis pas que c'est pour une raison étymologique et rationnelle. Dis-moi que c'est pour une raison affective qui se comprend tout à fait, que quand on est habitué à une graphie, on n'a pas envie que ça change. D'accord, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, notre rapport à la langue est très très affectif, mais qu'on maquille souvent sous des raisons rationnelles. Et juste, il n'y a pas de problème avec le fait d'avoir une affectivité par rapport à la langue, c'est normal, c'est ça qui nous sert à définir, à nous poser comme sujet, à communiquer. Encore heureux que c'est vivant aussi dans le sens affectif. Mais ça n'empêche pas de pouvoir prendre un peu de recul par rapport à justement nos réactions et notre affectivité. Alors là, on va pas prendre trop de recul, mais voilà, sur une question. J'espère qu'il n'y a pas de catholique dans la salle, mais voilà, il y a ta collaboratrice. Je ne sais pas du tout ce que tu as posé comme question. Maria Candea, qui a écrit confier l'orthographe à l'Académie. C'est comme confier à l'Église le pouvoir de faire les lois sur la famille, sous prétexte que c'est la tradition. Donc j'aimerais avoir un peu ton opinion sur l'Académie française, parce qu'on a posé la question qui fait la langue, donc l'Académie française est peut-être aussi partie prenante de ça. Je pense aussi les groupes d'organisation, on peut peut-être vous indiquer avec des mots comme autrice, qui m'importe beaucoup ici, de toute façon, voilà, nous en dire plus sur l'Académie française. Alors, le coup de l'Académie, allons-y. Alors, l'Académie française, en fait, je trouve ça assez intéressant toujours parce que la langue nous fait réfléchir de manière plus générale. La langue, par exemple, l'Académie française, c'est le rapport qu'on a à nos institutions. La première chose qu'on se dit, c'est, qui est légitime en matière de langue? L'Académie française. Et c'est notre réflexe. Au départ, a priori, c'est normal, moi aussi j'avais ce réflexe-là. C'est une institution, elle existe, on se dit qu'elle doit être compétent. Et puis on se renseigne, et en fait, non. Et après, peut-être qu'on peut se poser la question pour d'autres institutions. Mais en tout cas, pour l'Académie, c'est assez hallucinant dès qu'on commence à creuser, parce qu'on se dit, ils sont là, ils parlent, ils disent des choses. Ils doivent savoir. Non, vraiment pas. Il y a, jusqu'à très peu, parce que maintenant il y a Barbara Cassin, mais il n'y avait aucun linguiste à l'Académie française. L'Académie française, c'est un truc politique où en gros, qui fonctionne par cooptation, où en gros on se recycle entre vieux politiques ou vieux chefs du Figaro, je suis désolée mais c'est vrai. Je sais pas, il y a Valéry Giscard d'Estaing par exemple, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas, il y a un type qui est un biologiste, et ils ont des métiers des fois qui n'ont absolument rien à voir avec la langue, mais rien du tout. Donc c'est juste une retraite assez confortable parce qu'il y a aussi des
Il y a un bouquin d'un quelqu'un qui s'appelle Daniel Garcia qui s'appelle Beaucoup pour la dépendance, si vous voulez en savoir plus sur les magouilles financières de l'Académie. Mais voilà, c'est un endroit où on a un costume avec une jolie épée avec des diamants dessus, mais les femmes ont le droit d'avoir un sac à main, je vous rassure, parce que l'épée c'est quand même un peu trop viril. Où il y a des gens qui ne sont pas compétents, qui sont payés à rien faire parce qu'ils font rien. En fait, ils sont censés faire un dictionnaire, par exemple. Alors déjà, c'est pas eux qui le font, ils embauchent des gens pour le faire, et même comme ça, il n'est pas fait. Le dernier date de 1930. Actuellement, on a la lettre S. Donc peut-être qu'ils le finiront avant 2030. Sérieusement, le dictionnaire et le Robert et le Larousse en sortent tous les ans. Là, ça date de 1930. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va être caduc au moment où ce sera sorti. Et là, si vous regardez le dictionnaire à nous de l'Académie française, mais il y a des trucs qui sont hallucinants. Qu'est-ce que j'ai vu? Définition de femme, être féminin avec des organes qui doivent lui servir à enfanter. Il y avait encore des mots pour les mots sur l'homosexualité, il y a encore contre nature, il y a encore des petits trucs sympathiques comme ça. Donc c'est très idéologique. La démence aussi, c'est tout simplement faux. Ça fonctionne en rubrique dire, ne pas dire. Par exemple, ils vont vous dire que c'est basé sur n'existe pas, ça dans un contexte militaire. Et bien, c'est dans l'usage, c'est dans les plus grandes pages de la littérature. Pareil, ils vont vous dire que, effectivement, voilà, c'est quelque chose. Nous, on nous dit souvent, par exemple, les féministes, qu'on veut idéologiser, politiser la langue, qu'il ne faut pas toucher à quelque chose qui est fixé depuis 2000 ans. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est 2000 ans, si quelqu'un sait 2000 ans un jour, j'aimerais bien savoir, mais voilà. Et au fait, ceux qui sont idéologiques et politiques, c'est l'Académie, et elle est pire que jamais, parce que tu me demandais un peu l'histoire. En fait, l'Académie est une institution politique qui a été mise en place par le pouvoir monarchique et qui s'est distinguée, entre autres, par le fait de créer une orthographe extrêmement compliquée, extrêmement éloignée de la prononciation, de choisir les variantes les plus complexes pour des raisons politiques. Il y a une citation qui est célèbre, je vous la cite, c'est choisir une orthographe éloignée, je cite, des ignorants et des simples femmes. Donc pour des raisons, des réformes orthographiques complexes pour des raisons politiques, et notamment effectivement des batailles contre les mots féminins. Par exemple, une bataille contre le mot autrice, qui est tout à fait régulier, qui vient du latin autrice, qui est une base tout à fait régulière en français. Vous avez spectatrice, lectrice, actrice, autrice, ça va avec. C'était tout à fait en usage, et à un moment, il y a eu une fronde notamment de l'Académie pour le supprimer, parce que très clairement, c'était dit, parce que la littérature devait rester l'affaire d'hommes. Pareil, il y avait plein de règles qui étaient tout à fait en usage, des règles d'accord. Vous savez, nous on a souvent appris à l'école, le masculin l'emporte toujours sur le féminin. C'est quand même gênant d'un point de vue symbolique, représentatif. Et bien souvent, on ne sait pas que pendant longtemps, il y avait deux règles en concurrence. La règle de l'accord de proximité et la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Et certains, notamment, pas tous les académiciens, en fait, paradoxalement, c'était moins pire à l'époque que maintenant, d'un point de vue idéologique, mais certains académiciens ont voulu imposer la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin en disant explicitement parce que le genre mâle est plus noble que le genre femelle. Donc qu'on ne nous dise pas que c'est maintenant qu'on injecte des questions de politique dans la langue. Et juste pour exprimer rapidement l'accord de proximité, c'est en fait tout simplement le fait d'accorder l'adjectif avec le mot le plus proche. C'est notamment le cas dans Racine, qui employait l'accord de proximité. Et en fait, on le fait spontanément à l'oral. Vous allez avoir beaucoup de mal à dire, par exemple, j'ai vu dans la rue des bâtiments et des maisons beaux. Alors que c'est bien l'accord du masculin qui l'emporte sur le féminin. Un nom au masculin, un nom au féminin, il faudrait mettre l'adjectif au masculin. Vous allez dire, vous allez inverser l'ordre souvent. Vous allez dire, j'ai vu des maisons et des bâtiments beaux. Mais en fait, spontanément, on va faire des accords de proximité. On en relève en linguistique dans des corpus. J'avais vu les chants et danses bretonnes, par exemple. Cet accord-là, qui était pendant longtemps en usage, et en fait, moins, mais toujours en usage. Mais il était aussi dans les règles. Il y avait cette idée de variante qu'on pouvait prendre la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, mais qu'on pouvait aussi prendre cette règle-là. Et donc voilà, l'Académie, c'est une institution idéologique, incompétente, payée à rien faire, on n'a pas besoin d'eux. Il y a maintenant des linguistes qui existent, la linguistique est devenue une science. Tout ce à quoi sert l'Académie, c'est nous dire tout le temps que le français est un péril mortel, nous dire tout le temps que tout fout le camp. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Moi, j'en peux plus qu'on me demande mon avis sur ce que dit l'Académie. Alors, justement, ce qui est drôle, parce que comment il dit que la langue est toujours en péril mortel, mais le français est en péril mortel, mais Proust écrit dans une lettre de 1908 à Madame Françoise, donc ça se peut faire la défense de la langue française, et les seules personnes qui défendent la langue française sont celles qui l'attaquent. Je veux dire, bon, quand même, Proust avait quand même une notoriété en littérature, et je trouve ça intéressant.
c'est vrai, pardon, excusez-moi. Je vais descendre, excusez-moi. Justement, tu parles de la langue qui naît. Je fais attention. Avant, c'était matin, je parlais graphique. Je fais une grave après, s'il vous plaît. Justement, ce qui m'intéresse, c'est l'idéologie. Tu l'as cité au moins une vingtaine de fois là. Je voudrais que tu nous dises si la langue n'est vraiment qu'idéologie et que tu nous dises peut-être qu'est-ce que l'idéologie. Allez, après la distinction, l'idéologie, allons-y. Moi, pour la distinction, j'avais repris la définition de Bourdieu pour l'idéologie, je vais reprendre la définition de Marx. Tout simplement, au départ, quand il parle d'idéologie, Marx, comment il l'a défini, c'est dans un contexte assez précis, c'est quand il parle de l'idéologie allemande, c'est contre l'idée, contre deux idées, contre les idées que les idées. Contre l'idée, désolé de répéter, mais que les idées sont abstraites, indépendantes, qu'elles flottent comme ça, en gros, et contre l'idée qu'il faut d'abord se battre justement sur ces idées. C'est l'idéologie, selon Marx, c'est le fait que les idées ne viennent pas de nulle part, qu'elles sont notamment, je simplifie, mais déterminées par les conditions sociales d'existence. Et c'est des citations qui sont assez célèbres autour de ça, pour l'instant les autres ont pensé le monde, il s'agit de le transformer. Et c'est aussi l'idée que ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, mais leur existence qui détermine leur conscience. Tout ça, simplement, c'est pour dire que l'idéologie, c'est le fait que la sphère des idées n'est pas indépendante du monde social, tout simplement. Et donc oui, le langage participe bien. Le langage est aussi idéologie, bien sûr, et participe bien aux questions idéologiques parce qu'il n'est pas indépendant de la sphère sociale. Comment pourrait-il l'être, puisqu'il est parlé parce que, par principe, il est parlé en société. On ne parle pas tout seul, on parle au moins à quelqu'un d'autre. Même quand on parle tout seul, souvent c'est pour s'adresser à d'autres gens. Mais bref, en tout cas, c'est quelque chose qui est pratiqué socialement. Donc, le langage croise les questions d'idéologie. Après, dire qu'il est que idéologie, je ne vois pas ce que ça voudrait dire. C'est toute l'ambiguïté du rapport au déterminisme et au monde social. C'est qu'il est à la fois déterminé et en même temps, on pense qu'il peut agir sur la détermination. Il est à la fois une expression des rapports de pouvoir et on pense qu'il peut changer les rapports de pouvoir, parce que le langage, c'est à la fois tout simplement quelque chose qu'on subit, mais aussi quelque chose qu'on peut se réapproprier, qu'on peut changer. Et pour ta citation de Proust, parce que je réponds quand même à ta question, ça fini de la poser, mais sur le côté, la langue, elle est défendue par ceux qui l'attaquent, ça dépend ce qu'on veut dire par attaquer. Si attaquer, c'est justement la faire bouger, s'en saisir, bien sûr que oui, elle est défendue dans ce sens-là. Il développe, c'est l'inventer, bouleverser les codes grâce à un travail d'écriture. Les plus beaux livres sont écrits dans une langue, dans une sorte de langue étrangère. Oui, ben voilà, c'est du coup, en fait, ça bien sûr, mais ça c'est l'idée, c'est pas du tout l'idée de puristes et des académiciens. L'idée des académiciens, c'est qu'il faut arrêter de faire bouger la langue, il faudrait revenir à comment elle était avant, sachant que cet avant est très souvent fantasmé. C'est souvent un avant qui n'a jamais existé. Il y avait je sais plus qui là qui disait, par exemple, que de son temps, les jeunes n'inventaient pas de nouveaux mots. Non, je ne crois pas. Ça, c'est pas possible, par exemple. Ça, c'est un passé, un avant fantasmé complètement. Donc la vision, ce serait qu'il ne faut pas toucher à la langue, y toucher, c'est la dégrader. C'est pas du tout la vision de Proust que tu me dis, qui au contraire s'en saisir, la faire bouger. Moi, je pense que tout simplement, quand on dit comment défendre le français, on doit se faire de manière passive. Effectivement, comme c'était quelque chose d'assiégé, là, avec souvent des images d'ailleurs très féminines de la langue, martyrisée, violée, tout ce qu'on veut. Alors que défendre la langue, ça peut tout simplement s'en saisir, parler, échanger, écrire, créer. C'est ça qui fait vivre la langue. En parlant de gens qui s'approprient super bien la langue, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec justement toute la développement qu'on peut entendre sur l'actualité avec le régime universel, l'âge d'équilibre et une bonne appropriation de la langue pour le coup? Je ne sais pas, mais en tout cas, des appropriations de la langue à des fins idéologiques et politiques, oui, là, on le voit clairement. On sait qu'on a des batailles autour de certains mots. L'exemple type, c'est charge de cotisation sociale, qui sont des batailles idéologiques parce que derrière, on pense qu'il y a des visions du monde qui sont différentes. Et donc, ça, c'est des batailles à mener. Et quelque chose qui peut être intéressant, souvent on décrypte, et c'est très bien, il y a des gens qui le font très bien, on décrypte la langue du pouvoir, parce que quand tu dis la novlangue et les arnaques qu'il y a autour de ça, ça peut être une manière de se battre contre ça, et une autre manière, ça peut être de repenser aussi les mots du collectif et de leur redonner du sens. Ça, je pense qu'il faudrait aussi qu'on fasse ça, parce qu'on a souvent tendance à beaucoup détailler ces mots-là, et on a raison de le faire, mais la question aussi, c'est de réinvestir
des mots qui ont du sens pour nous, notamment du sens politique. Mais cette langue-là, oui, elle est rageante, et très souvent aussi, elle est pauvre. Et justement, quand on dit des gens qui vont appauvrir la langue, etc., mais souvent il y a des discours politiques qui sont d'un niveau, mais à tout point de vue, qui sont d'une pauvreté de vocabulaire. Vraiment, là, le livre Révolution de Macron, moi je l'ai lu un petit peu, c'est très très pauvre. Quand on parle de dégradation de la langue, on va souvent aller voir des dangers fantasmés, et en fait, je pense que tout le monde a déjà été fatigué, énervé par des discours politiques qui sont tout médiatiques, qui sont toujours les mêmes, avec les mêmes mots. Et non seulement il y a la question idéologique, mais il y a la question du niveau de langue. Je veux dire, quand on reparle des Gilets jaunes, par exemple, à des moments, c'est juste suivant, pour le coup, on a des exemples plaquants de souvent qui parlent, on ne va pas le juger de la même manière. Je me rappelle, il y avait Berléand qui était sur un plateau en disant juste les Gilets jaunes font chier, je les emmerde, etc. Ben voilà, lui, on avait dit un coup de gueule. Un gilet jaune aurait dit ça, on n'aurait pas dit un coup de gueule, on aurait dit justement bof, ne sait pas parler, etc. Des fois, c'est les mêmes mots. Suivant qui les dit, on ne les jugera pas pareil. Ça, c'est évident. Une question sur le colonialisme, dans le chapitre 6, langue française et colonialisme, la langue étendard. On a appris quelque chose d'assez terrible, ce français simplifié petit nègre. Donc, en fait, enseigné dans les colonies, un français qui était différent de ce qu'on apprenait en métropole, pour en fait les infantiliser, finalement les rendre souffrants. Alors, on voulait un peu qu'ils puissent un peu peut-être revenir sur cette histoire de comment on enseigne le français dans les colonies, parce que je trouve que la SET serait intéressée de savoir et donc elle était stupéfaite. Oui, c'est ça, quand on découvre ça, effectivement, souvent on est assez stupéfait. Alors il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le français petit nègre, et puis plus généralement, il y a la question d'enseignement du français dans les colonies. Alors, le français petit nègre, je pense que tout le monde voit ce que c'est dans Tintin au Congo, c'est genre, on va voir ça, moi il y en allait là-bas. Bon, généralement, on se dit, bon, bah, ça a pu exister, c'est des gens qui n'ont pas très bien appris le français. Vous êtes d'accord? C'est notre réaction. Et quand on apprend ce qui s'est passé vraiment historiquement par nous, des gros yeux, en gros, pour résumer encore, c'était dans l'armée coloniale française, on a appris exprès le français comme ça. Il y avait un manuel du français à l'attention des tirailleurs, et où on disait, pour des raisons tout à fait racistes, qu'ils n'avaient pas un cerveau assez développé pour comprendre notre français, et que du coup on allait leur apprendre un français simplifié. Ce qui d'un point de vue pragmatique n'a aucun sens, parce que c'est pas du tout plus simple, toi il y en a les balayer des chambres que balayer la chambre. C'est pas comme ça qu'on apprend une langue, on apprend une langue en corrigeant. Donc c'était tout à fait idéologique à des fins. Il y avait aussi la question, vous savez, de est-ce que les gens dans les colonies allaient demander la nationalité française? La nationalité française est très souvent attachée à la langue française, donc leur apprendre un français tronqué, c'était aussi un moyen de prévenir ça. Et on a des témoignages de tirailleurs qui sont vraiment très, très tristes, parce qu'ils expliquent qu'à des moments ils sont venus en France et ils se sont rendus compte que le français qu'on leur avait appris était un français, comme ils disaient, bon pour des indigènes. Et que forcément, quand ils allaient s'exprimer comme ça, on allait toujours se moquer d'eux. Et en fait, le français petit nègre, c'est assez fou. L'effet est symbolique, en plus que ça, le nombre de personnes qui racontent qu'on leur parle en français petit nègre, juste parce qu'ils sont noirs, tout simplement. C'est Frantz Fanon qui en parle dans Peau noire, masque blanc. Alors qu'en plus, il vient de poser une question en disant « Pouvez-vous, monsieur, m'indiquer où est le wagon-restaurant ?» Les citoyens de il y en a allé par là. Donc c'est vraiment juste pour le coup, ça on voit bien tout ce qui peut passer de politique par le langage. Il y a l'écrivaine Fatou Diom aussi qui racontait que pareil, parce qu'elle est noire, on lui parle tout le temps en français petit nègre. Donc non seulement c'est une marque de mépris raciste, mais ça a été enseigné sciemment comme ça. Et ça effectivement c'est souvent pas quelque chose qu'on sait. Et plus généralement sur l'enseignement du français dans les colonies, vous savez, on pense souvent qu'on a enseigné le français dans les colonies. Et certains vont tirer d'une manière positive ou négative, certains vont dire c'est un apport de la colonisation parce qu'on a apporté une langue, d'autres vont dire c'est un méfait de la colonisation parce que ça a mangé les langues locales et que c'est imposé la langue du colon. Et en réalité, l'un ou l'autre ne sont vraies, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que contrairement à ce qu'on croit, vraiment souvent, le français, d'abord déjà il y a eu peu d'enseignement, et le français enseigné, quand c'était un niveau supérieur, était principalement pour les enfants de colons ou pour les catégories supérieures, les populations locales, notamment celles qui avaient travaillé dans l'administration. Mais à la majorité des gens, on enseignait le français qu'à un niveau très réduit, que ce soit du niveau scolaire, ou que ce soit point de vue du pourcentage. Mais vraiment, les pourcentages sont extrêmement bas. Quand vous êtes avant, je crois, autour de la Première Guerre mondiale, c'est moins de 10%, c'est même au niveau de 5%. Et c'est pas du tout l'image qu'on a. Nous, on a l'image de l'école de colons qui enseigne le français à tout le monde. Non,
donc, parce qu'il y avait aussi cette question de ne pas donner le français, de ne pas le partager. C'était une manière de, pour le coup, se distinguer avec aussi cette question de l'identité française. Après, ça a un peu augmenté entre les deux guerres, mais le taux à la fin de la Seconde Guerre mondiale est resté quand même très bas et encore une fois très hiérarchisé socialement, à qui on apprenait le français. Et paradoxalement, donc ça a bien sûr un lien avec la colonisation, mais c'est après la plupart des guerres d'indépendance, pour des raisons néocoloniales, parce que le pouvoir administratif français était encore là de manière directe ou indirecte, parce que ce sont les élites justement des pays colonisés qui, elles, avaient appris le français, qui ont pris le pouvoir, parce qu'il y avait aussi l'idée que ça pouvait quand même servir de langue de lien, mais c'est à ce moment-là que ça s'est répandu. Donc c'est faux de dire que, quoi qu'on en pense, que le français aurait été enseigné massivement dans les territoires colonisés, par les colons. Pour rester sur les territoires, est-ce que tu as un petit état des lieux à nous faire des dialectes régionaux? Alors, comment dire ça, il faut que je synthétise. C'est assez intéressant parce que là en France actuellement on a une position complètement schizophrène sur les langues régionales parce que officiellement la seule langue officielle, ce qui n'est pas le cas dans plein de pays, c'est le français. Au départ d'ailleurs ça a dû être réécrit parce que c'était marqué que le français était la langue de la République française. Il y a d'autres pays qui ont fait sérieusement, nous aussi on parle français. Mais le français est la seule langue officielle, tout en ayant une reconnaissance officielle de 45 langues de France sur le territoire français. Il y a une charte européenne des langues régionales que la France a ratifiée et pas signée, ou le contraire. Signée et pas ratifiée, je ne sais plus, mais en mode ouais, mais pas trop. Un peu entre les deux. Et on a un rapport qui est assez complexe aux langues régionales. C'est pas aussi simple qu'un méchant pouvoir jacobin qui a voulu les éliminer, honnêtement. Parce que, pour résumer, ça c'est pas mal de choses qui se sont jouées autour de la Révolution française, où déjà il faut distinguer les discours qu'il y a pu avoir et les faits. Souvent on cite les discours, mais dans les faits ça n'a pas été aussi simple que ça. Et encore une fois, je résume vraiment grossièrement, mais à l'époque, la question d'avoir une langue qui unifie le territoire se posait pour des questions très, très concrètes, très pratiques. De fait, comment on allait communiquer sur l'ensemble du territoire, comment est-ce qu'on allait... parce qu'il y avait pas mal de régions où on ne se comprenait pas, il y avait certaines régions où les langues régionales étaient censées être liées au pouvoir royaliste, et il y avait une vision des révolutionnaires, il y a plein de discours des révolutionnaires sur la langue qui sont assez intéressants. Il y avait des discours des révolutionnaires où il y avait une vision politique en disant avant le français c'était la langue de la royauté, mais temps de la redonner au peuple. Avec cette idée que c'était une langue qui avait des qualités, donc il fallait la redonner au peuple. Après, ça c'est effectivement... développé contre les langues régionales, même si c'est surtout après la Révolution que ça s'est développé. Et il faut bien comprendre qu'il y avait des enjeux à l'époque qui étaient assez spécifiques. Mais maintenant, on a une langue, de fait, le territoire est complètement francisé, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et du coup, il n'y a aucune raison de rejeter les langues régionales. En France, on est dans un pays où on est habitué à être extrêmement unilingue, mais il y a plein de pays où on est plurilingue et ça pose pas de problème. Dans l'Académie, elle dit que si on reconnaissait trop de langues régionales, ça va être le Kosovo. Donc je vous laisse apprécier la comparaison. Voilà, donc moi je pense qu'il n'y a aucun problème à avoir un plurilinguisme autour des langues régionales. Après, c'est comme toujours, il ne faut pas non plus être angélique autour des langues régionales. Il y a certains mouvements autour des langues régionales qui sont aussi extrêmement identitaires, extrêmement problématiques et aussi extrêmement fantasmés, avec l'idée de retrouver une langue pure, authentique, qui serait notre identité. Et très souvent, c'est fantasmé. Typiquement, autour du breton, par exemple, on a renommé en breton des rues où on n'a jamais parlé breton. Où on parlait d'autres langues qui, d'ailleurs, pourraient se plaindre par rapport au breton de subir ce que le breton a subi par rapport au français. Et il y a aussi des mouvements de mythification autour de ça. On retrouve toujours ces mêmes questions identitaires parce qu'on a une espèce de quête de la langue authentique, pure, qui nous donnerait un peu notre identité tant rêvée, et malheureusement les langues régionales ne sont pas exemptes de ces problématiques-là. Alors on va parler un peu de féminisme. Donc on était un peu surpris parce que en fait on a trouvé, peut-être avec quelques réserves vis-à-vis du langage inclusif, et que tu proposais une troisième voie. Oui. Et donc, on voudrait un peu savoir quelle est ta posture, ta position, enfin ton opinion sur
sur le langage inclusif et qu'est-ce que tu proposerais sinon? Alors, je ne sais pas si c'est une troisième voie, je pense que c'est souvent qu'il y a une définition erronée du langage inclusif qui est réduit au point médian. On dit langue inclusive, point médian, et souvent ça hérisse. Au fait, le langage inclusif, la définition, c'est la représentation égale des hommes et des femmes dans la langue. Et ça peut passer par plein de modalités, y compris les points médians. Mais on peut tout à fait avoir une communication dite inclusive sans utiliser de points médians. Je m'explique. Par exemple, avoir un discours en disant française, c'est de la communication inclusive. Qu'est-ce qu'il y a comme manière pour représenter les hommes et femmes, pour avoir l'engagement sexiste et pour représenter les hommes et femmes à égalité dans la langue? Eh bien, il y a ce qu'on appelle la double flexion, française-français par exemple. Il y a le fait de peut-être prendre à des moments des formules qui ne marquent pas le genre, plutôt que par exemple, vous êtes obligé à l'écrit de faire ça, à l'écrit ce serait marqué par exemple et ES, ce serait de dire on vous demande de faire ça. C'est tout simplement le fait d'accorder les noms de métiers au féminin, quand ce sont des métiers qui concernent des femmes, donc voilà, autrice, maîtresse, ce genre de choses, boulangère. Donc du coup, il y a des tonnes de modalités, et on peut très bien avoir une communication inclusive sans point médian. Les points médians, c'est tout simplement l'abréviation à l'écrit de la double flexion. La double flexion à l'oral, c'est par exemple les étudiantes et les étudiants, et à l'écrit, si on trouve ça un peu lourd, un peu long, ce serait d'écrire les étudiants, donc T.E.S. Mais quand on nous dit que c'est illisible et imprononçable, non, c'est juste une abréviation. Comment ça se lit? Si vous voyez ça, ben vous le lisez avec la double flexion, les étudiantes et les étudiants. Et moi, je pense que c'est pas insurmontable, que c'est des questions d'habitude. Vous voyez marqué M. Robert, vous ne lisez pas M. Robert, vous lisez Monsieur Robert, d'accord? Mais voilà, c'est une abréviation. On a plein d'abréviations en français qui ne se devinent pas, qui s'apprennent. Alors après, sur comment les utiliser, ben moi je pense que ça s'utilise avec parcimonie. Enfin, et puis ça dépend toujours encore une fois de à qui on s'adresse, dans quel contexte. Moi, je ne les utilise pas de la même manière suivant à qui je m'adresse dans quel contexte. Et généralement, je les utilise peu parce que je sais que ça peut rebuter. J'utilise d'autres formes de communication inclusive. Et de temps en temps, je case un point médian. Et après, je fais remarquer aux personnes qu'elles n'ont pas vu qu'il y en avait et que finalement, ça n'a pas été un viré mortel tellement, puisqu'elles ont réussi à lire le texte sans en mourir. Donc voilà, c'est juste une façon de doser ça et encore une fois de s'adapter à qui on parle, dans quelle perspective. Et tu parles du neutre, justement, on a l'impression que tu préconises peut-être d'inventer un genre neutre qui pourrait inclure en fait ça. Alors, il y a des mots qu'on appelle épicènes qui ne marquent pas la différence entre le masculin et le féminin, par exemple élève. Voilà, ça s'écrit pareil que ce soit masculin ou féminin. Formidable, ça s'écrit pareil que ce soit masculin ou féminin. Il y a des tournures qui ne vont pas marquer de genre. Par exemple, on vous demande voilà. Et il y a des recherches sur la création de mots neutres. Et d'ailleurs, dans toutes les langues, il n'y a pas juste en français, c'est des recherches qui se posent dans plusieurs langues. Des fois aussi, c'est des recherches différentes. Souvent, encore une fois, est-ce qu'on veut exprimer? Est-ce qu'on veut ne pas marquer de genre? Est-ce qu'on veut le gommer? Ou est-ce qu'à des moments, suivant ce dont on parle, on est obligé de marquer le genre? Parce que c'est une question d'adéquation au réel et de précision par rapport au réel. Il y a un exemple qui était donné par Juliette Rennes, qui est une sociologue que je trouvais intéressant. Elle parlait d'un texte de Bourdieu sur l'adolescence. Elle remarquait que vu qu'il dit les adolescents, finalement, il se met à glisser à parler que des garçons. Alors qu'au départ, c'était sur l'adolescence en général. Et tout simplement, à des moments, vous avez besoin de différencier. Moi, je travaille aussi. Et à des moments, quand je dis les personnes détenues, enfin les détenus, ça peut être quand ça concerne les deux sexes. En même temps, il y a aussi des conditions, des situations très différentes. J'ai besoin de préciser quand je parle des hommes ou des femmes. On est dans une société qui reste sexuée avec des enjeux sociaux d'inégalité autour de ça. Donc à des moments, on a besoin de le marquer. Encore une fois, ça dépend quel est notre but et de quoi on parle. Ok, tu parlais d'abréviation, d'ailleurs, tu as parlé aussi de simplification du langage, on a évoqué le nénuphar, vite fait. Et dans ton livre, tu parles même du SMS, tu racontes que les moines au Moyen-Âge qui écrivaient les manuscrits, tout ça, ils écrivaient en SMS, en latin. C'est un peu provocateur dit comme ça. Non, c'est l'idée qu'effectivement, il y a des choses. En fait, il y a beaucoup de phénomènes qu'on voit comme contemporains et qu'on associe contemporain à décadence, alors que c'est pas si nouveau. Et que le principe des abréviations, par exemple, il existe depuis toujours et que les moines copistes latins l'utilisaient. Après, tu dis le mot simplification, je ne sais pas si j'aurais dit simplification pour les histoires d'orthographe, ça peut être, moi je dirais rationalisation.
Et justement, les deux mots n'ont pas la même connotation. Simplification, on va souvent penser que c'est négatif, alors que rationalisation, ça va être positif. Par exemple, quand il y a des absurdités orthographiques qui ne sont pas liées à, je sais pas, à de la pensée, à du sens, même pas de l'étymologie, oui, je vois pas pourquoi on les garde. Par exemple, vous avez honoré avec un N, honneur avec deux, ça se prononce pareil, c'est le même mot, je ne vois pas pourquoi il y a ça. Et je pense pas que ce soit une simplification d'en mettre dans les deux cas, de N ou un N. Je pense que c'est une rationalisation. Regardez, charrette, chariot, il y en a un qui a un R, il y en a un qui a deux R. Là, tout le monde se demande lequel. Enfin, pourquoi? Quel intérêt? Voilà, est-ce que c'est de la simplification, est-ce que c'est de la décadence? Non, moi je pense que c'est de la rationalisation, tout simplement. C'est essayer d'être un peu logique. On se coupe des doubles consonnes en français, non, il n'a aucun sens, carotte compote, enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont assez absurdes, effectivement. Et c'est pas... au contraire, moi je pense que c'est... Moi j'aime bien retourner l'argument de l'exigence contre l'argument du nivellement par le bas. Je pense que, justement, c'est pas de l'exigence d'avoir à démontrer des complications arbitraires. C'est la différence entre une complexité qui est intéressante, qui sert à exprimer une exigence de la pensée, de l'expression, et une complication qui n'a aucun sens d'un point de vue linguistique, mais qui a souvent un sens social et politique, pour de mauvaises raisons. Moi, je veux bien qu'on juge quelqu'un sur sa manière de s'exprimer, sur son contenu, mais qu'on juge s'il met un N ou deux N pour honorer honneur, franchement, non, ça n'a pas de sens. Sur le sens politique, on va reparler de l'académie que tu affectionnes. Alors, je suis Pendant la Révolution, l'académie a sorti un dictionnaire et vous avez rajouté une petite annexe, je raconte, une annexe spéciale Révolution, avec des mots vénères, genre tyrannicide. En fait, il y a eu deux étapes, parce que le seul moment où on a aboli l'académie, petite idée, pendant la Révolution, et au fait, donc du coup, il y a eu deux étapes de dictionnaire, parce qu'après, elle a été réinstaurée. Donc, il faut savoir de quel dictionnaire tu parles. Il y a ceux qui ont inclus souvent ces nouveaux mots, c'est pas l'académie traditionnelle. Mais oui, la question de créer des mots quand il y a des bouleversements politiques, encore une fois, c'est pas quelque chose de contemporain. Au moment de la Révolution, s'est posé la question de comment on nommait, comment on nomme des bouleversements sociaux, tout simplement. D'ailleurs, c'est aussi l'élément d'un pourquoi on prend à l'anglais, parce qu'on n'a pas de mots. Mais, et des fois, il y avait aussi l'idée de bannir tous les mots qui pouvaient invoquer le roi. Par exemple, on ne pouvait plus dire royaume, mais loyaume. Et il y a certains mots qui sont restés. Il y a eu bien sûr la question de citoyen, citoyenne par rapport à monsieur qui au départ monsieur, monseigneur. Mais ça a été un moment, mais comme tous les moments de bouleversement politique, on a besoin de mots pour nommer les choses, et notamment les choses politiques. C'est ça que tu appelles le néologisme, c'est ça? Alors le néologisme, c'est fait d'inventer des mots. Et au fait, le principe d'une langue, c'est d'inventer des mots, de créer tout le temps des mots. On a souvent l'idée que la langue sera rabougrie. Au contraire, au fait, chaque année, on rajoute des mots, par exemple, dans les dictionnaires. Et le français, comment est-ce qu'il y a des nouveaux mots qui entrent dans la langue? Ça peut être par l'emprunt à des langues étrangères, mais ça peut être aussi par le fait de créer des nouveaux mots, par des suffixes, des préfixes. On en rajoute comme ça, on en crée. Ça s'est toujours fait comme ça. Après, encore une fois, souvent, on est un peu crispé dessus. Par exemple, le mot malaisant, ça met mal à l'aise. Justement, souvent plein de gens, alors que, de fait, il fonctionne, il se forme d'une manière tout à fait correcte. Féminicide, par exemple, ça se forme d'une manière tout à fait française. On a un suffixe cide qu'on retrouve dans plein de mots. Insecticide, raticide, infanticide, germicide, tout ce que vous voulez. Et on le rajoute à la féminin, et bim, ça fait féminicide. Alors, la dernière question qu'on va te poser, on va pas laisser la salle en question. Cette question, c'est, tu dis, la langue fait partie des éléments contribuent à maintenir un système social ou à le changer. Et on voudrait poser la question, donc, quels sont les autres éléments qui permettraient de changer le système social? Je me présente au municipal de on dirait vraiment ça. Non, je n'ai pas aussi mon programme politique, ça justement, c'est une autre, c'est une autre question. Bien sûr, moi je pense que, tu me dis les autres éléments, pour moi ça va ensemble. La question de, c'est pas d'un côté ou de l'autre, la question de se saisir des mots, c'est bien entendu pour se saisir d'autres choses en même temps. C'est pour découper le monde, avoir une vision du monde différente. Typiquement, quand on parle de féminisme, on nous dit souvent, par exemple, vous battez pour l'écriture inclusive, mais qu'est-ce que vous faites? Les salaires, les violences conjugales, ce genre de choses. Pour moi, ça va ensemble.
toute la question autour du mot, par exemple, féminicide, c'était de arrêter de dire, par exemple, drame passionnel, drame conjugal, crime passionnel, mais au-delà de cette question de mots, c'était de dire que c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Et donc, le dire différemment, c'était le voir différemment pour essayer de porter une politique différente dessus. Donc ça va ensemble. Et ça ne va pas ensemble, ça n'a aucun intérêt. Et il faut faire attention à ça, effectivement, parce que quand on parle d'Anna Blanc, bien sûr que ça peut être récupéré comme un pur maquillage marketing, comme un pur masque marketing, et ça ne doit pas servir à ça. Et on doit se battre justement pour que ça ne soit pas que des mots. Et voilà, c'est comme charge sociale et cotisation sociale. Quand on se bat pour ça, c'est pas abstrait. C'est pour parce qu'il y a des politiques économiques qui sont là, qui sont derrière ça. Donc ça va ensemble. Et ça doit aller ensemble, sinon ça n'a pas d'intérêt. Merci. Merci. Allez, on prend des questions. Oui, merci pour cet exposé très intéressant. Je voulais savoir si la politique anglaise, au niveau de l'enseignement de la langue anglaise dans les colonies, partait du même principe qu'en France, ou non? En Angleterre, il y a toujours eu plus admis un principe de variation. Parce que il n'y a pas du tout le même rapport. En France, on a souvent une vision unilingue, justement monolinguisme. En Angleterre, on a quand même beaucoup plus, pour résumer encore grossièrement, respecté des langues locales, parce qu'en Angleterre, on a admis aussi l'idée que la langue varie. Notamment, il n'y a pas le même rapport aux accents. Par exemple, dans les films anglais, même quand je pense à des concours d'enseignement, par exemple, des concours d'enseignement en France sur quand vous passez les concours d'enseignement pour devenir prof d'anglais, même si c'est pas aussi simple que ça, on admet beaucoup les accents. Et ça se voit aussi d'un point de vue au cinéma. Au cinéma en Angleterre, on va par exemple respecter différents accents. On va à des moments même les acteurs prendre des coachs pour avoir des accents, alors qu'en France, vous avez Plus belle la vie, il n'y a pas l'accent marseillais, quoi. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes un peu néocoloniaux. Alors, il y a eu des problèmes notamment là il me semble récemment aux Oscars, sur les films étrangers, parce que les films étrangers qui pouvaient concourir, étaient définis comme n'étant pas en langue anglaise. Le problème, c'est qu'il y a plein quand même de pays ex-colonisés par l'Angleterre, où de fait l'anglais s'est aussi imposé à cause de la colonisation et de la néocolonisation, et qui ont un peu une double peine, parce qu'à la fois de fait ils ont la langue, même si ça devient plutôt de la néocolonisation du colonisateur, ou même de la mondialisation, et en même temps on leur dit que c'est pas leur langue, vous voyez. Donc les problèmes se posent quand même aussi, toujours autour de ces histoires d'identité, de qui appartient à la langue, même si la France a quand même un rapport spécial à sa langue, et si la politique linguistique n'était pas la même. D'autres questions? Bonjour, merci. C'était juste pour savoir ce que vous pensez des concours d'éloquence et notamment leur popularisation dans les quartiers défavorisés qui est souvent vu comme quelque chose de positif. Est-ce que vous pensez que c'est un outil pédagogique intéressant ou justement l'imposition d'un langage de classe bien défini ou autre chose? Je pense que c'est une question intéressante. Je suis assez mitigée là-dessus parce que j'en ai pas mal discuté avec des gens. Très souvent, c'est fait sur des bonnes initiatives. C'est l'idée de justement développer la langue. Après, il y a, et ça peut être fait d'une bonne manière. Moi, déjà, ce qui me gêne là-dedans, c'est le concours. On n'y réfléchit pas forcément, mais directement, on va exprimer ça sous la forme d'un concours. Alors que je pense que c'est bon, on a déjà assez d'évaluation, de sélection, de hiérarchisation. Et ça se fait très souvent sous cette forme de concours, des fois même télécroché avec les demi-finales, les finales. Moi, ça me gêne quand même. C'est fait. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas aussi essayer d'accéder à la langue sans cette forme de concours. Et après, ça dépend comment c'est fait. Il y a encore une fois des gens qui le font très bien, avec des très bonnes idées. Des fois, ça peut tourner un peu... il peut y avoir certaines dérives, en fait, d'imposer une langue dominante. Des fois aussi, moi, ce qui me pose problème, c'est là, actuellement, sur les réformes qu'il y a autour du bac, avec la notion du grand oral qui va être mise en place.
Développer l'oralité, travailler sur l'oralité, moi je trouve ça très bien. Je pense qu'on a trop souvent tendance à réduire la maîtrise de la langue à l'écrit. Mais j'ai peur, encore une fois ça dépend comment c'est fait, que ça tourne vers quelque chose un peu RH, un peu se vendre, un peu entretien d'embauche. Et ça dépend ce qu'on entend par le mot rhétorique, qui peut désigner des choses très différentes. Est-ce que c'est l'art de s'exprimer, d'argumenter, de développer sa pensée, c'est très intéressant. Si c'est juste les 10 trucs et astuces pour jamais se laisser déstabiliser, pour bien réussir son entretien d'embauche, et bien se vendre, ça m'intéresse moins. Et voilà, vers quoi on le tourne? Est-ce qu'on le tourne vers, encore une fois, l'art de la réflexion, l'argumentation, l'expression, ou est-ce qu'on le tourne vers ce qu'on appelle le pitch, qui nous vient des États-Unis, où c'est voilà, vendre votre entreprise, votre boîte, votre projet en 180 secondes. Ça dépend ce qu'on en fait. Travailler sur l'oral, c'est très bien. Si c'est apprendre à se vendre en 1 minute 30, ça m'intéresse plus moins. Bonsoir et merci d'être là. Je voulais savoir si lorsque vous étiez en situation d'enseignement avec des personnes en détention, si vous observiez que le langage avait des évolutions lorsqu'on n'est plus en contact avec la vie civile au quotidien. Et vous, en tant qu'enseignante de français, quels sont vos objectifs dans cette situation-là? En détention, c'est un endroit où il va y avoir des enjeux de langue à la fois un microcosme de notre société, donc des enjeux de langue qu'on retrouve à l'extérieur en plus fort, et à la fois des enjeux très spécifiques. Parce que des premières manifestations de la détention pour les personnes qui sont primo-incarcérées, qui sont incarcérées pour la première fois, ont souvent ce qu'on appelle un choc carcéral. Et le choc carcéral, ça s'exprime souvent par le mutisme, le fait de ne plus arriver à parler. Tout simplement. On ne peut plus, on bloque. Donc ça, des fois, c'est un enjeu d'essayer d'accompagner les personnes pour qu'elles recommencent à s'exprimer, parce que voilà, c'est un milieu qui est violent. Et ça peut se manifester par la perte du langage. Et il y a aussi, moi je l'ai vu sur des personnes qui ont passé beaucoup de temps, ça dépend si vous êtes incarcéré longtemps, et si vous avez passé beaucoup de temps à l'isolement. Dans ces cas-là, vous n'arrivez plus à parler non plus. Et vous n'arrivez plus à parler à plusieurs personnes. Ça peut être très difficile de tenir une conversation avec plusieurs personnes, mais comme ça devient aussi difficile de se déplacer dans un espace large, comme beaucoup de choses deviennent difficiles. Il y a aussi autre chose en prison, c'est que souvent c'est des gens qui sont issus de milieux socialement défavorisés, qui maîtrisent moins l'écrit, et beaucoup de choses sont censées passer par écrit. Quand vous voulez avoir une demande pour travailler, pour ceci, pour cela, il faut passer par l'écrit. Donc ça fait aussi des enjeux spécifiques. Sur le rôle d'enseignement en prison, ça dépend quel cours je donne à qui, et ça dépend des contextes, ça dépend des prisons. Mais en général, moi je dirais c'est justement de réintroduire de la parole en prison, et de réintroduire des moments d'échange et de débat, et de parole qui ne soient pas juste une parole de l'institution, juste une parole d'ordre et de coercition. Et on fait souvent des cours où on discute beaucoup. Moi, j'ai souvent des cours où les gens qui viennent là ont envie de discuter, ont envie de s'exprimer, parce que c'est quelque chose qui manque. Et moi, ça m'a fait beaucoup évoluer aussi sur mes perceptions du rapport à l'écrit et à l'oral. Je me suis aperçue, par exemple, qu'il y avait des personnes qui pouvaient être très très fortes à l'oral, mais pas juste d'un point de vue tchatch, etc., mais aussi d'un point de vue, je sais pas, juste intelligence, clarté, référence culturelle, et qui allaient être vraiment bloquées sur l'écrit. Donc ça m'a fait réfléchir sur le fait que souvent on fait des liens un peu de calque entre les deux, alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais moi j'ai l'impression que mon rôle c'est réintroduire de la parole orale, mais aussi à des moments écrites, et réintroduire justement une parole qui est sur l'échange, sur l'expression. Il y a plein de petites choses qui se jouent par rapport à ça. Et mais oui, je dirais que je pense que ça a une vision politique au sens très large du terme aussi. Je pense que quelque chose qui fait qu'à des moments on fait citer, j'assume ces mots-là, c'est qu'on se parle, et qu'on se parle pas juste pour des raisons affectives, pas avec nos proches, ou juste pour des raisons économiques de transaction, mais aussi pour d'autres raisons. Parce qu'on a envie d'échanger, parce qu'on a envie de savoir ce que les autres pensent, et c'est cette parole-là que j'essaye de contribuer à remettre en place. Je sais pas si ça répond à votre question. C'est bon. En France, on a l'impression qu'il y a quand même une forte perte du lien entre le politique et le monde universitaire.
donc, du coup, peut-être avec les scientifiques, et ça n'a pas l'air d'être le cas du tout dans votre cas, parce on peut souvent avoir peut-être une peur de l'engagement des scientifiques ou de la prise de parole qu'on ne leur donne pas. Et en fait, j'aurais bien voulu avoir votre avis là-dessus, parce que j'ai pas du tout l'impression que c'est votre cas, notamment avec des nouveaux médias, peut-être. Si on a écrit ce livre avec ma collègue, c'est parce que oui, on avait une frustration autour de la parole universitaire, dans le sens que de fait, elle reste souvent restreinte dans un cercle assez clos. Et on n'avait pas envie de ça. De fait, on est encore payé par l'argent public, donc c'est censé revenir au public et pas juste à 15 personnes. Et c'est pour ça qu'on a fait ce livre, qu'on a essayé de rendre accessible, parce que c'est fait par chapitres différents, avec des entrées thématiques un peu différentes, donc on peut picorer dedans. Moi, je pense pas forcément qu'on doit le lire de A à Z, tu fais la pub. C'est fait, par exemple, on a essayé de partir de ce que nous disaient les gens, même dans nos cours, avec des petits encadrés qui sont on pense souvent que, mais on ne croit pas que. Donc voilà, nous, on a essayé de s'adresser différemment. Moi, effectivement, j'essaye d'investir d'autres médias, les réseaux sociaux. De fait, moi, ça m'a étonnée quand j'ai fait des fils sur Twitter où les gens, ça avait l'air de les intéresser, donc tant mieux. J'ai lancé, toujours avec Maria aussi, on a lancé un podcast qui s'appelle Parler comme jamais, où on essaye de faire justement des émissions audio, parce que pour parler de la langue, c'est chouette de passer aussi par l'oral. Donc on essaye de se saisir de ça. Après, pourquoi on ne fait pas plus ça en général? Parce qu'il faut jongler avec tout, hein. Il faut aussi qu'on fasse d'autres articles, d'autres productions. Mais voilà, moi j'y crois d'abord que c'est un devoir professionnel. Encore une fois, on est payé par l'argent public, ça doit revenir au public. Je pense que c'est aussi un bon garde-fou, même intellectuel, parce que je suis persuadée que ce qui se construit bien, c'est mon carrément, que souvent quand on a un langage extrêmement compliqué, c'est pas forcément parce que notre pensée est complexe, mais des fois c'est des mots ronflants pour cacher justement un manque de pensée. Et à des moments, se forcer à exprimer clairement, à se dire à chaque ligne, mais qu'est-ce que je veux dire, ça peut être intéressant intellectuellement. Sur l'engagement politique, vous savez, ce qui est difficile, c'est qu'à l'université, il y a beaucoup de précaires. Moi, je suis titulaire. J'ai la chance d'avoir un poste fixe, donc déjà, ça fait une grosse différence. Ça, il faut bien le dire. La majorité des gens sont des précaires, sont des vacataires, sont des gens qui n'ont pas de poste quand ils ont fini ont fini leur thèse, et ça n'empêche pas beaucoup de s'engager. Et d'ailleurs, bravo, il faut saluer leur engagement, qui s'engagent actuellement à propos de la réforme des retraites, à propos là, on a des réformes dans la recherche qui vont entériner encore plus cette précarisation, qui s'engagent d'une certaine manière. Donc il y a beaucoup de gens qui s'engagent malgré cette situation. Il y a des collectifs de précaires qui s'engagent. Il faut vraiment saluer leur action, parce que oui, c'est d'autant plus difficile pour leurs conditions d'ailleurs socio-économiques, et pour le fait qu'ils peuvent en subir des conséquences encore plus clairement en termes d'embauche, tout simplement. Donc à l'université, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de précaires, et que souvent derrière le nom de prof de fac, il peut y avoir des situations très différentes. Je voulais revenir sur cette proposition. Vous disiez qu'il y a des graphies qui n'ont pas de sens. Vous disiez chariot, charrette, tout ça. Je me demandais s'il n'y avait pas là une contradiction, parce que peut-être l'absence de sens qu'il y a dans ces graphies, c'est-à-dire le fait que vous dites que vous n'avez pas de rationalité, que peut-être d'une certaine façon, c'est aussi des choses qui peuvent pointer la violence du langage, c'est-à-dire que son caractère arbitraire ou le fait que la rétention de tel ou tel graphié ait une raison idéologique ou politique, le fait de le retenir, ça peut être un stigmate sur la langue ou sur la graphie qui permet justement de lutter contre sa violence en montrant que ce n'est pas un ensemble rationnel et que le fait de le concevoir comme quelque chose de rationnel peut-être pourrait encore participer encore plus à sa violence. Oui, je pense que je suis vraiment d'accord avec vous, c'est arbitraire au sens linguistique, ça n'a pas de sens au sens linguistique, mais oui, c'est un sens politique et social. Après, il y a deux choix, effectivement, de choix possibles par rapport à ça, soit dire que le langage devrait être rationnel et rationalisé, soit effectivement assumer qu'il est arbitraire, comme vous dites, pour le coup, ça pourrait du coup enlever cette stigmatisation. Le problème, il me semble, dans ce choix-là, c'est que le langage n'est pas qu'arbitraire.
notre orthographe n'est pas qu'arbitraire. Notre orthographe est fondée sur plusieurs choses et a plusieurs motivations en quelque sorte. Elle peut servir à retranscrire les sons, elle le fait quand même un petit peu. Elle peut servir à marquer des rapports grammaticaux. Il y a des lettres qui ne se prononcent pas comme les S mais qui sont importantes pour marquer les accords, donc les relations des mots dans la phrase. Et ça c'est important pour construire sa pensée ou pour l'exprimer. Elle peut aussi, et ça c'est une question, bon, pour savoir s'il faudrait qu'elle le fasse ou pas, mais elle peut aussi marquer l'étymologie de l'histoire de la langue. Donc elle n'est pas que arbitraire. Donc je pense pas qu'on puisse dire, bon tant pis, mettons tout ça de côté. Mais il y a des graphies qui sont arbitraires linguistiquement et qui ont ce sens, comme vous dites, de stigmatisation sociale. Mais vu que tout n'est pas arbitraire, je ne pense pas qu'on peut tout jeter. Et qu'il fallait tout jeter. Mais c'est aussi intéressant, encore une fois, de comparer à d'autres langues, parce qu'il y a d'autres langues qui ont par exemple une graphie moins complexe, plus proche de la prononciation. Voilà, plein d'autres langues romanes où il n'y aurait pas du tout notre même rapport aux dictées, par exemple, le roumain, l'italien, etc. Est-ce que pour autant on va dire que l'italien est une moins belle langue, qui a une pensée plus faible Non, ça je pense qu'on serait quand même un petit peu gêné de le dire. Et bien donc, le fait, il faut arrêter de croire que c'est des subtilités orthographiques. Moi, mais je voulais dire exactement l'inverse. Pas de dire qu'il fallait tout jeter, mais qu'il fallait tout garder. Pour qu'on garde, pour que la langue apparaisse dans son histoire et dans son incohérence, en fait. Elle va évoluer de toute façon, donc tout garder. Le problème, c'est à quel moment on se met pour tout garder. Est-ce qu'on va se remettre à écrire, par exemple, les François, OIS, pas les Français? Le problème, c'est que vu qu'elle a évolué, ça va toujours être arbitraire de décider à quel moment on garde tout. Si on garde tout maintenant, il va y avoir à des moments des différences entre la prononciation et la graphie qui vont être trop énormes au bout d'un moment et qui vont poser des problèmes même de lecture. On est obligé de faire un peu évoluer la langue. Ça me semble problématique de pas du tout la faire évoluer. Encore une fois, la graphie suit quand même un minimum, même en français, la prononciation. Si on n'arrive plus du tout... Parce que souvent on s'en rend pas compte, parce que souvent les textes d'époque qu'on a, par exemple, ils ont une graphie qui est quand même pas mal modernisée. Mais si on les lit dans la vraie graphie de l'époque, honnêtement c'est pas facile. Je voulais poser une question. Je vous remercie beaucoup, j'ai beaucoup appris et puis j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai entendu ce soir. Et surtout, je voulais dire, il y a beaucoup repose aussi sur votre personnalité et votre liberté en fait de vous exprimer. Et pour revenir au début, à ce que vous disiez au début, malheureusement tout le monde n'a pas cette liberté, notamment moi je me sens pas, là je me sens un petit peu plus libre parce que voilà, vous m'avez donné un peu émancipé, mais sinon, voilà, je me dis beau. Non mais c'est vrai, mais juste le temps de cette petite question. Mais du coup je me demandais, est-ce que vous pensez, vous pourriez dire, si vous devez donner un secret, c'est quoi votre secret finalement? Alors, je suis quand même pas toute seule, parce que par exemple, déjà ce livre on l'a écrit à deux, voilà, le projet de ma collègue on le fait à deux, on est quand même beaucoup à essayer de se battre là-dedans. Après, quand on a des retours, justement, ce qui nous font les plus plaisir avec ma collègue, c'est quand les gens nous disent que ça leur donne envie de se ressaisir la langue, ils se sentent un peu plus légitimes, comme ce que vous nous dites. Nous, on est très heureuse quand ça crée ces réactions-là, quand ça donne justement envie aux gens de se ressaisir de la langue. Alors après, moi je ne sais pas si j'ai un secret. Sur le fait de se saisir de ces questions-là, je pense que ça se construit déjà sur le long terme, ça se construit dans la durée, ça se construit collectivement. Et alors je ne sais pas si c'est exactement votre question, mais moi on me demande souvent dans les médias un peu vos trucs et astuces rhétoriques. Et souvent je leur réponds quelque chose auquel ils ne s'attendent pas trop parce qu'ils pensent que je vais leur dire les 10 trucs rhétoriques. Moi, je pense que beaucoup de formes d'engagement politique peuvent aider à se sentir à l'aise par rapport à la langue. Et je pense que dans les expériences, par exemple, de mobilisation féministe, d'engagement syndical, on apprend aussi ça. Après, ça peut prendre aussi d'autres formes. Il y a des formes, par exemple, de café philo, de café écriture, mais je trouve que ces formes un peu collectives nous aident, par exemple, dans des associations féministes. Des fois, on apprend aussi à parler dans un espace non mixte et puis dans un espace mixte, à être à l'aise. On réfléchit à ces questions de pouvoir, de qui prend la parole, ne serait-ce que quand on organise une réunion, on se rend compte qu'on doit organiser des tours de parole, qu'on doit organiser à des moments des temps, ce genre de choses. La formation syndicale, c'est assez impressionnant aussi quand elle est bien faite, ce que ça peut faire.
d'un point de vue être à l'aise par rapport à la langue, d'un point de vue se saisir, à la fois se saisir d'une langue autre et assumer sa propre langue et arriver à parler devant certaines personnes. Moi j'ai vu des gens, par exemple, arriver à prendre la parole en public grâce à toutes ces formations-là, et je trouve ça très beau. Et je pense encore une fois que ça peut prendre différentes formes, des formes artistiques, des formes associatives, des formes syndicales, différentes formes d'engagement. Mais peut-être qu'une formation, c'est justement de ne pas être tout seul. Et là, voilà, encore une fois, ma collègue n'est pas là, mais moi, ça a été un travail fait à deux. Pour le podcast, par exemple, même si c'est moi qui présente, on le prépare ensemble. Et moi, ça m'aide énormément d'avoir quelqu'un de confiance qui a en plus des compétences différentes des miennes. On assume très bien toutes les deux. Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Je voulais vous Juste avant, désolé pour faire la transition, si ça vous dit, on pourrait essayer d'inviter, si elle est d'accord, Maria Candéa la prochaine fois. Peut-être pas juste après, histoire d'espacer les cours sur le langage, mais si ça vous dit, faites-nous remonter par mail ou sur Facebook, et peut-être qu'on envisagera de la faire venir, la convaincre d'accepter. Je vais demander pour la féminisation de la langue là. Est-ce que ça sera effectif quand? Moi, je crois que c'est en l'enseignement dès le plus jeune âge que ça rentrera. Il ne faut pas nous laisser, contrairement à ce que j'ai entendu, aux gens de choisir quand est-ce qu'ils veulent parler d'une autrice ou pas. Je crois qu'il faut qu'ils soient enseignés à l'école. Est-ce qu'il y a un projet dans ce sens ou pas? Vous savez, moi je pense que déjà la féminisation et l'écriture inclusive, elle est déjà là, par exemple dans les circulaires administratives. Officiellement, ce qui a été dit, c'est par exemple de féminiser les titres, d'employer la biblioflexion, ce genre de choses. Donc c'est déjà là dans notre usage. Après, bien sûr, la question de l'enseignement se pose, parce que c'est souvent là qu'on apprend certaines formes. Mais encore une fois, on peut avoir une familiarité avec des formes aussi via d'autres pôles. Mais par exemple, l'autrice est tout à fait en train de s'imposer à l'école. Moi, je vois déjà des changements de langage, même dans les copies du bac, tout simplement, ce genre de choses, autour de l'emploi de ces mots-là. Après, c'est des fois des choix de certains professeurs, mais il y avait des tribunes de certains profs qui, du coup, assumaient que leur enseignement allait, par exemple, enseigner aussi l'accord de proximité. Mais ce qui se pose aussi, et ça c'est une question importante qu'il faudrait qu'on aborde, il me semble, c'est la question du rapport à la norme et quand est-ce qu'on peut se permettre de remettre en cause la norme. Et ça, je pense que c'est hyper important, que ce soit le rapport à l'orthographe ou à la féminisation, parce que c'est un peu facile, voilà, moi je suis prof de fac, en langue, etc., de dire ouais, jouer avec la norme, jouer avec l'orthographe, etc. J'ai pas du tout envie de faire ça. Je pense qu'il y a des contextes, et il y a encore une fois, est-ce que même dans des positions où on peut se le permettre. Et des positions où on peut se le permettre, c'est souvent aussi quand on n'est pas seul. Par exemple, moi quand je prépare des gens au concours de l'enseignement, je vais leur dire d'ailleurs de ne pas utiliser des points médians. Le mot autrice, ça peut passer, parce que justement c'est en train de s'imposer. Les points médians, non. Là je vais vraiment corriger toutes les fautes. Encore une fois, quand est-ce qu'on peut remettre en cause la norme? Donc ça, je pense que les mots, en tout cas les mots féminisés sont vraiment en train de s'imposer, là il n'y a pas de problème dessus. Donc ça va être enseigné à l'école. C'est en train de se faire, mais à des moments, quand est-ce qu'on peut le faire? Mais sur les mots féminisés, vraiment il n'y a pas de problème. Même l'académie qui... En fait c'est toujours la même chose, l'académie elle dit ah, Pierre Mortel, et puis 35 ans après elle revient. Mais c'est vrai, par exemple l'accent circonflexe, au départ ils n'en voulaient pas. Parce que c'était censé être une dégradation de la langue. Ça n'a pas existé depuis toujours. Enfin, pour archi-résumer, ça s'est imposé fin 18e. Et l'Académie française disait que c'était un chevron, je cite, malcommode et disgracieux qui allait défigurer notre langue. Donc, et maintenant, ils le défendent, c'est toujours la même chose. Et là, même pour les mots féminisés, même l'Académie a accepté que les mots soient féminisés en disant, on est très content qu'ils s'en soient enfin rendu compte, que de nos jours, je me cite, le statut d'une femme n'est pas forcément défini par la profession de son mari. Merci l'Académie, on ne savait pas. Un jour, on leur dira que les femmes ne sont pas forcément mariées, et un jour, on leur dira que les femmes peuvent épouser d'autres femmes, et là, on n'aura plus de problème. Ils vont tous finir à l'Académie, mais voilà. C'est en train d'être enseigné, mais à des moments, quand est-ce qu'on peut se permettre de le faire? Comment? C'est toujours aussi une question à prendre en compte. Une dernière question. Bonsoir, merci pour la conférence. Et en fait, je souhaitais rejoindre la question parce que, au-delà de quand et comment jouer avec la langue, la question c'est de savoir est-ce que
c'est opportun de tout le temps jouer avec la norme de jouer, parce que la norme au final ça permet la communication universelle, enfin universelle, on s'entend la communication entre ceux qui parlent la langue, et là se dire je vais parler de telle façon parce que c'est ce qui me correspond le plus, etc. Est-ce que ça ne va pas mettre une région déjà pour voir un peu que le lien social n'est pas si facile de nos jours, même que ce soit dans le mépris de classe, par exemple d'exclure ceux qu'on méprise parce qu'on pense qu'ils ne parlent pas le bon français, ou ceux qu'on méprise parce que justement ils veulent imposer la façon de parler français. Bon, pour résumer tout ça, est-ce que la langue reste utile? Est-ce que vous voulez en jouer avec ça, le débat? Moi, je pense que c'est une très bonne question. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs normes et qu'il faut se demander, quand on veut les adopter ou pas, justement, est-ce qu'elles sont utiles et quelles utilités elles ont. Il faut se demander, mais justement, pourquoi on les accepte? Pas juste parce qu'elles sont là, mais parce qu'on les considère utiles ou rationnelles ou politiquement intéressantes. Vous voyez? Donc non, c'est pas remettre en question la norme pour mettre en question la norme. Moi, je n'y crois pas. Et je pense qu'effectivement, on doit veiller à avoir un langage un minimum commun, qu'on a besoin d'avoir des normes communes pour se comprendre, pour échanger. Et je suis pas du tout pour que chacun... De toute façon, chacun ne peut pas faire du langage ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que, même pour un argot, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes qui soient d'accord. Quand on crée un langage secret, normalement, il faut que vous soyez au moins 2. D'accord? Donc il faut qu'il y ait un minimum de convention là-dessus. Mais, et je ne suis pas du tout pour rejeter toutes les normes. Je suis juste pour s'interroger dessus et se demander pourquoi on les adopte. Et essayer de réfléchir à nos réactions quand justement on va se moquer de quelqu'un qui ne les adopte pas. Est-ce que vraiment ça a gêné notre compréhension? Pour reprendre l'exemple de « je suis parti, j'ai parti ». Est-ce que se moquer de quelqu'un qui a dit ça, c'est fondé sur une norme intéressante? Je pense pas. Ni d'un point de vue clarté de compréhension, ni même d'un point de vue historique, parce que j'ai parti, je suis parti, c'est une variation qui a longtemps existé en français, qui est censée avoir donné beaucoup de nuances, qui est encore utilisée dans plein d'endroits de la francophonie. Vous savez, par exemple, il y a la chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, « J'ai descendu dans mon jardin pour recueillir du romain ». Ce qui me prouve bien que cette variation existe, voilà, elle existe dans la littérature, elle existe, on a plein d'exemples. Donc, juste, c'est se demander pourquoi on adopte la norme, avoir un peu de recul par rapport à cette norme. Mais ça ne veut pas dire du tout, et c'est bien que vous me donniez l'occasion de clarifier ça, remettre en question la norme a priori. Il y a des normes qui sont intéressantes, hein, mais qui les construit, qui les décide, pour quel objectif? On va passer à la deuxième partie de la soirée. Ça va être juste en face, dans le bar La Jeune Garde. Il y aura 3 activités. La première, ça va être de boire des coups avec le Laïga. Donc si vous avez encore des questions à lui poser, vous aurez l'occasion juste en face, à La Jeune Garde. La deuxième activité, c'est qu'il y a une expo assez sympa sur une artiste qui s'appelle Mine de Rien. Et ce qu'elle a fait un dessin par semaine l'an dernier sur l'actualité, avec en reprenant une phrase, une petite perle qui avait été lâchée par un politique ou par quelqu'un de l'espace médiatique. Et dernière activité, il y a la librairie indépendante La Zone du Dehors qui nous a prêté une quinzaine de bouquins de l'ALIA. Et du coup, si vous voulez les acheter, on peut vous les filer. Voilà. Aussi, quand vous partez, n'hésitez pas à prendre une chaise et la ramener au fond. Et merci à Hugo et Hélène pour nous avoir aidé à préparer les questions. Et merci à Lucie, Hugo, Bernard, Tanguy et Eric pour l'organisation.